Bonjour à tous. C'est impressionnant d'intervenir après un ministre. Je, je vais prendre peu de temps de cette journée très dense pour parler biocontrôle et vous redonner quelques éléments de définition et quelques chiffres clés qu'il est bon d'avoir à l'esprit tout au long de la journée. On a bien entendu, Monsieur le ministre, je pense que les choses sont claires, je le rappelle malgré tout. Les produits de biocontrôle protègent les plantes contre les stress biotiques, donc on s'adresse bien sûr à tout ce qui concerne la lutte contre les insectes ravageurs, contre les maladies, contre les adventismes, même si sur ce terrain-là, il y a encore beaucoup d'innovations à trouver. Ces produits de biocontrôle utilisent les mécanismes et interactions naturelles et leur principe est fondé sur la gestion des équilibres des populations d'agresseurs plutôt que sur leur éradication. C'est là où ils se distinguent aussi des produits conventionnels. Les produits de biocontrôle ont une définition officielle dans le Code rural. Depuis la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, elle est inscrite à l'article L 253-6 du Code rural. Et elle a le mérite d'exister et de donner un cadrage précis. Et comme le disait Monsieur le ministre, il sera grand temps que nous ayons cette même clarté, cette même définition aussi précise au niveau de l'Union européenne. Les produits de biocontrôle, dit ce texte, sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier, d'une part, les macro-organismes. Derrière les macro-organismes, on entend les insectes, les acariens ou les nématodes. D'autre part, des produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, et là vous entendez bactéries, virus, champignons, des médiateurs chimiques, c'est essentiellement des phéromones avec les techniques de confusion sexuelle, et des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. Ces solutions en fait de biocontrôle sont développées de façon inégale en fonction des filières, et comme vous le savez certainement tous, nous avons davantage de solutions dans les cultures spécialisées que dans les grandes cultures, et nous en avons davantage encore dans les cultures spécialisées sous serre que dans les cultures plein champ. Pour prendre quelques exemples, si on s'intéresse à la culture de tomates ou de concombres sous serre, c'est quasiment 100% de ces cultures, des surfaces cultivées de tomates sous serre ou de concombres, qui utilisent aujourd'hui des produits de biocontrôle. Quand, si on regarde côté arboriculture fruitière, pour les pommes et poires par exemple, c'est 70% des vergers qui aujourd'hui utilisent des techniques de confusion sexuelle au niveau des vergers pommes et poires. Et c'est, je passe à la vigne, 7% du vignoble français qui utilise aujourd'hui les techniques de confusion sexuelle dans les vignes pour les protéger contre certains insectes ravageurs. Et enfin, pour prendre quelques focus exemples au niveau des grandes cultures, on cite souvent le trichogramme qui est un des ancêtres du biocontrôle. En tout cas, c'est une des solutions les plus anciennes côté grande culture. Pas que, hein, on a aussi le soufre ou d'autres produits qui ont aussi été développés avant. Les trichogrammes qui protègent contre la pyrale du maïs, cette microguêpe qui est un allié de l'agriculteur contre la pyrale du maïs, est développée aujourd'hui en France à près d'un quart des surfaces de maïs protégées contre la pyrale du maïs. Et d'autres solutions, on peut penser aussi au phosphate ferrique, hein, une substance naturelle qui est utilisée pour lutter contre les limaces, qui est à plus de 600 000 hectares. Je regarde, Ronan, si c'est ça, on a plus de 600 000 hectares de surface cultivée en France qui utilisent le phosphate ferrique, cette substance minérale, contre les limaces, et d'autres encore. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on a quand même ce déséquilibre entre les différentes principales filières, et qu'effectivement, quand on est en culture spécialisée, on a davantage de solutions qu'en grande culture, et quand on est sous abri, on en a davantage encore. Il y a donc un grand enjeu dans l'innovation, comme on l'a dit, et notamment un grand enjeu côté culture plein champ pour développer davantage de solutions, même s'il y en a déjà aujourd'hui qu'il faut déjà déployer. Aujourd'hui, pour y voir plus clair aussi, nous avons deux listes officielles. Une qui concerne les macro-organismes, c'est la liste des macro-organismes non indigènes. Elle date pour la première, et on parle de liste T0 pour les initiés, de l'arrêté du 26 février 2015. Depuis cet arrêté du 26 février, il doit y avoir une quinzaine d'autres macro-organismes qui se sont ajoutés. C'est une première liste. Il faut savoir que cette liste, comme la seconde dont je vais parler tout de suite et qu'a évoqué Monsieur le ministre, cette liste n'est pas exhaustive.
Dans la première, pour les macro-organismes, on parle de macro-organismes non indigènes. Donc effectivement, il faudrait ajouter qui sont autorisés en France. Il faudrait ajouter tous les indigènes, les macro-organismes natifs, en fait, qui sont utilisés également sur le territoire. Et il peut arriver qu'un macro-organisme soit considéré comme non indigène sur une partie du territoire français et puis qu'il soit indigène sur une autre partie. Donc on va avoir certains macro-organismes qui seront dans cette liste pour, alors je prends un exemple au hasard, mais pour la Corse ou pour l'île de la Réunion, et puis qu'on ne retrouvera pas sur la métropole, parce qu'en fait ils sont indigènes, donc ils n'ont pas lieu d'être dans cette liste des macro-organismes non indigènes. Donc tout ça pour savoir qu'il faut faire un bon usage de cette liste et la compléter de tous ces macro-organismes qui n'apparaissent pas aujourd'hui dans cette liste T0, pour prendre le jargon des initiés. Enfin, la deuxième liste qui est aussi importante et que vous connaissez et que le ministre a réévoquée en indiquant qu'elle était actualisée aujourd'hui tous les 2 mois, et elle vient d'être actualisée, vous avez la référence sur cette diapo au 22 janvier 2018, c'est la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle établie par le ministère de l'Agriculture et qui, elle aussi, n'est pas une liste exhaustive, même si la majorité des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle se retrouvent dans cette liste. Ce sont tous les produits qui, par ailleurs, ont des avantages tox-écotox encore meilleurs que ceux qui ne peuvent pas être aujourd'hui, pour ces raisons-là, dans la liste des produits de biocontrôle. L'essentiel des produits y sont, il y en a quelques-uns qui n'y sont pas aujourd'hui, et il arrive de dire, quand on parle de produits de biocontrôle, on se réfère à la définition du Code rural pour prendre tout l'ensemble, donc cette définition du L253.6, où on se consacre plus à ceux qui sont identifiés dans cette fameuse liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, et en l'occurrence, on se réfère à cette liste établie par le ministère. 2-3 autres éléments très brefs. Les produits de biocontrôle trouvent toute leur expression dans le cadre de la protection intégrée des cultures. Là aussi, je pense que dans la salle, on a affaire à des initiés. On a aussi des étudiants qui ont salué le ministre. Vous l'évoquez certainement également en cours, c'est bon de le rappeler. Ils sont associés, ces produits de biocontrôle, à d'autres techniques qui sont complémentaires les unes des autres en matière de protection des plantes. On peut penser à la génétique et la sélection variétale, à l'agronomie, comme les dates de semis, les couverts, les assolements, etc. Les outils d'aide à la décision. Et derrière, on peut penser à ce fameux big data, à l'agriculture numérique dont on parle beaucoup, qui a aussi un grand enjeu pour les années à venir. Les solutions mécaniques, et notamment la robotique, qui a été souvent citée notamment pour trouver des solutions au désherbage, notamment. Mais on peut penser aussi à tous ces modes d'application comme les drones, qui sont utilisés aujourd'hui pour certains produits de biocontrôle, qui pourraient être étendus davantage. Et les produits phytosanitaires conventionnels, le cas échéant, quand on n'a pas d'autres solutions, qui sont dans cet ensemble de palettes de solutions proposées pour la protection des plantes et qui sont toutes les unes complémentaires des autres. Le chiffre clé, alors je pensais bien ne pas vous donner un scoop, et puis le ministre en a parlé, donc je vais passer vite. 110 millions d'euros en France en 2016, le chiffre du biocontrôle. C'est pour IBMA, 90% de ce marché est représenté par ses membres. Et les membres d'IBMA ont eu une activité qui a progressé de 25% entre 2015 et 2016. Les prochains chiffres du baromètre IBMA seront connus entre mars et avril. Donc on a tous et toutes vos coordonnées mail, on vous les adressera dès qu'ils seront connus et diffusés aux principaux médias. Ces chiffres clés, quand on parle des 110 millions, ils se répartissent de cette façon. On a, pour faire court, 3/4 qui concernent les secteurs agricoles, les filières agricoles, et un petit quart pour les GEVI. Les GEVI, c'est le jargon éco-phyto, donc c'est les jardins, espaces végétalisés et infrastructures, c'est-à-dire toute la partie non agricole qui est concernée, et de plus en plus, vous voyez les évolutions en rouge. En rouge, c'est l'évolution entre 2015 et 2016. 18% de progression pour la partie agricole, 54% pour les GEVI, avec une forte accélération, on en reparlera probablement au cours de la journée. Et quand on regarde côté famille de produits de biocontrôle, on voit une très forte part des substances naturelles, à plus de la moitié, 57% du chiffre de 2016 en fait est consacré aux substances naturelles, et puis de façon à peu près égale, avec un petit peu moins de part pour les micro-organismes et les médiateurs chimiques, les macro-organismes et les micro-organismes, avec les évolutions entre 2015 et 2016 qui apparaissent en rouge sur cette diapo. Notre ambition, et le ministre aussi l'a dit, donc en fait mon intervention était presque inutile, c'est tripler cette part entre aujourd'hui et 2025 pour être à 15% du marché à horizon 2025. Pour cela, il y a de grands enjeux, et je m'en tiendrai là pour cette présentation succincte autour de 4 priorités
portés par IBMA et qui vont certainement nous alimenter toute la journée autour de l'innovation, la réglementation, l'information et la formation. Les grands enjeux, c'est d'encourager, d'accélérer la recherche sur le biocontrôle, soutenir le développement du biocontrôle à travers ces politiques publiques nationales, mais aussi et surtout européennes, qui doivent soutenir le développement du biocontrôle. Et les messages de ce matin amenés par Stéphane Travert sont très encourageants dans ce sens. Faire connaître les solutions existantes à travers des journées comme celle-ci, à travers les médias qui sont représentés, à travers les formations dans les écoles, et on a beaucoup d'étudiants ce matin, ce qui est une chance. Et enfin, apprendre à les utiliser. Et là aussi, c'est à travers ces formations, qu'elles soient initiales ou continues. Et je pense que l'intervenant qui me succède en reparlera. Donc je lui laisse la parole, Jean-Philippe, pour que tu... Oui, merci beaucoup, Denis. On peut applaudir Denis Longevial. Tu peux me rejoindre.